Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette table ronde, cette masterclass qui est dédiée aujourd'hui à la question du cyberharcèlement. Et on est toutes les trois, je pense, très ravis d'être là pour en discuter avec vous pendant 1h30. Alors on va un peu vous présenter qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement pour les journalistes, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui peut être fait notamment en Belgique par rapport à ça. Alors peut-être un petit mot pour présenter les intervenantes. Martine Simonis, secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels, l'AJP. Maître Benjamin Bovy, qui est avocate au barreau de Bruxelles et défend de nombreuses journalistes. Et je suis Élodie Vial, j'ai un background, on va dire, journalistique. Je suis consultante pour l'organisation PEN America, qui défend les écrivains et les journalistes aux États-Unis et dans le monde. Et voilà. Et je travaille notamment sur les questions de cybersécurité des journalistes. Avant de laisser la parole à Martine sur notamment ce qui se fait en Belgique, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce sujet du cyberharcèlement. Aujourd'hui, on peut quasiment dire qu'il s'agit là d'un risque professionnel pour les journalistes et qui touche notamment les femmes journalistes. Une étude de l'UNESCO a montré que 73% des femmes journalistes, interviewées dans cette étude dans le monde, sont concernées par les questions de cyberharcèlement. Et 20% ont subi des agressions hors ligne en connexion avec ces violences en ligne. Ça veut dire que ce qui se passe en ligne, ça a bien un impact réel. Ce sont des insultes, des menaces qui commencent en ligne et qui peuvent avoir des conséquences dans le monde physique et qui ont aussi beaucoup de conséquences d'un point de vue, on va dire, psychologique sur les personnes, parce que c'est pas agréable de faire son taf et de se réveiller tous les jours avec des centaines d'insultes. Et c'est un vrai problème pour la liberté de la presse, et c'est là une des raisons pour lesquelles c'est aussi très important que ce sujet soit à l'honneur de ces assises, parce que la conséquence, c'est que les personnes cyberharcelées se censurent, se retirent. Là, récemment, aux États-Unis, un article du Washington Post expliquait que les jeunes journalistes, notamment les jeunes femmes journalistes en école de journalisme, finalement renoncent à la profession parce que dès qu'elles publient un article, en fait, ce sont des salves d'insultes, des menaces de mort pour vraiment des choses basico, des articles, notamment sur des influenceurs, des choses comme ça, qui ensuite envoient leur horde de followers contre le journaliste. Et que du coup, on a toute une tranche d'âge finalement de journalistes qui commencent à s'auto-censurer. Donc on est là face à une vraie problématique pour la profession. Donc peut-être tout le monde ne saisit pas totalement l'ampleur, quoi. En gros, le problème est important. Ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Martine, c'est déjà de définir le cyberharcèlement. Ça peut paraître mais en fait, on ne s'attaque pas à un problème tant qu'on ne comprend pas quel est le problème. Et souvent, le cyberharcèlement, le problème qu'on a dans les rédactions, c'est qu'on ne reconnaît pas déjà qu'on est bien là face à une attaque par rapport aux journalistes, parce que les journalistes, en fait, sont menacés en tant que personnes. Ce sont des éléments sur leur vie personnelle qui sont utilisés contre eux, alors qu'on est bien là alors que les journalistes sont bien visés parce qu'ils sont des journalistes. Donc PEN America décrit le cyberharcèlement comme le ciblage systématique ou grave d'une personne ou d'un groupe en ligne via un comportement nuisible. Il faut bien savoir qu'il y a deux choses. Un, la gravité des attaques, et deux, l'amplitude des attaques. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de recevoir un mauvais commentaire qui vous fait passer une mauvaise journée et d'en recevoir des centaines, ce qui peut parfois arriver. Et puis, un seul message peut être extrêmement nuisible. Si par exemple un troll va aller trouver votre adresse personnelle et la diffuser à 50 000 followers, il y a un seul message, mais tout d'un coup, vous voyez bien l'impact potentiel que ça peut avoir. Et ce qu'on a fait à PEN America, c'est qu'on a, sur la base en fait de ce que nous rapportaient les membres, on a étudié quels sont les différents types de tactiques.
Et donc, on a à la fois du discours haineux, donc là, c'est vraiment l'identité de la personne qui est prise pour cible. On a des menaces directes, où là, il y a vraiment l'intention d'infliger des blessures. Et on a souvent, en ce qui concerne les femmes journalistes, des menaces de viol. Les politiciens adorent ce qu'on appelle alors j'ai pas trouvé de traduction française, mais de le dog whistling, où en fait on va envoyer un code à une horde de followers haineux, on va dire, pour désigner un journaliste et leur dire d'attaquer un journaliste, mais sans l'insulter directement. Donc du coup, par exemple, le tweet du politicien ou de la personne qui fait ça ne va pas être insultant, donc va passer en dessous des radars de la modération. Mais c'est quand même une croix qu'on met sur le dos d'un journaliste pour ensuite l'attaquer en ligne. Ça, c'est une vraie problématique parce que ça concerne tous les pays. C'est une vraie tactique des politiques. Et donc, dog whistling, ça vient de la chasse. En fait, c'est le sifflet du chien. Il n'y a que le chien qui peut entendre le sifflet. Donc, on utilise des codes que seul le groupe de trolls peut comprendre. Et puis, ce qui est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes menaces pour les journalistes en ligne, selon le Comité pour la protection des journalistes, c'est ce qu'on appelle le doxing. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Levez la main, ceux qui connaissent. Ah, bien, Eric. Alors... voilà, bon, quelques-uns, c'est vrai, pas tout le monde, visiblement. Donc, en fait, l'idée du doxing, c'est qu'en fait, les harceleurs en ligne vont collecter quelques informations personnelles sur vous, les rassembler et ensuite aller les diffuser massivement. Vous vous dites, non mais moi, il n'y a pas trop d'infos perso sur moi en ligne. Mais en fait, si on va chercher ce qui se trouve sur votre page Facebook, et des fois, ça peut être juste la liste de vos amis, est-ce qu'elle est visible, est-ce que des membres de votre famille sont présents dans cette liste de manière visible. Ça peut être des éléments que vous auriez laissés sur un CV en ligne, comme un numéro de téléphone. Ça peut être, je ne sais pas en Belgique, mais ça peut être des informations qui sont collectées directement sur des sites de collecte de données. Parfois, je sais qu'en France, le Figaro le fait, ce sont les médias eux-mêmes qui font ça, en fait, qui mettent l'adresse en ligne des gens, etc. Et du coup, ça peut constituer une menace. C'est le genre d'informations qu'on va pouvoir collecter sur vous et ensuite diffuser. Donc, c'est très important d'identifier ces techniques. Pourquoi ? Parce que quand vous devez, et c'est ce dont on va parler ensuite, documenter, rapporter en interne à un rédac-chef, à des autorités judiciaires, à une association de soutien des journalistes, et aussi aux plateformes, aux réseaux sociaux, c'est très important de pouvoir dire voilà exactement ce qui est en train de se passer. C'est important aussi par rapport à la rédaction en chef de pouvoir dire non mais là c'est du cyberharcèlement, voilà les techniques utilisées, et ça permet vraiment de mettre des mots sur les choses. On voit beaucoup de journalistes dans le but de les discréditer dont l'identité est aussi usurpée. Parfois, c'est du message bombing, c'est-à-dire que on va prendre votre adresse mail et on va inscrire votre email professionnel à des tas de sites, par exemple pornographiques, et du coup, votre email est complètement inondé, et du coup, vous pouvez même plus travailler. On voit beaucoup de Photoshop d'images, pareil, également peut-être pornographiques, avec des photos de journalistes. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, en fait, le dommage sur votre santé mentale, je dirais, est évidemment énorme. Et puis, moi, il y a une expression anglaise que j'aime bien, c'est le lolly-popping, c'est le fait d'infantiliser les femmes. Et ça, on voit beaucoup de consoeurs, où en fait elles reçoivent des messages qui d'abord leur disent c'est génial, j'adore ce que tu fais chérie, puis l'instant d'après c'est salope, voilà. Donc et ça, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est du cyberharcèlement. C'est pas normal quand on est une femme journaliste, dès qu'on ouvre ces messages, en fait, de retrouver systématiquement des dizaines de messages de ce type. Je le dis pour bien définir, je prends un peu de temps pour bien définir le sujet, parce que souvent, quand on fait des formations sur le sujet, les journalistes disent non, mais moi, le cyberharcèlement, ça ne me concerne pas. Puis quand les gens commencent à parler, en fait, ils expliquent toutes ces techniques.
mais ils pensent que ce sont des choses personnelles, alors que vous êtes bien visé en tant que journaliste. Donc voilà un petit peu pour dire un mot par rapport à PEN America. Donc on fait de la recherche sur ces questions-là. On fait des recommandations pour les plateformes, Facebook, Twitter, sur ce qu'ils peuvent mettre en place comme outil pour limiter le cyberharcèlement des journalistes. On discute aussi avec eux de ces questions-là. Des formations, des programmes, et notamment dans les rédactions aux États-Unis. Et on travaille aussi avec des experts en cybersécurité dans des rédactions comme le New York Times pour justement travailler sur la mise en place de protocoles. Et je voudrais également vous indiquer cette ressource, le manuel de défense contre le cyberharcèlement. C'est une ressource qui a été conçue d'abord pour un public américain en anglais en 2018, parce que les membres de PEN America contactaient l'organisation pour dire qu'il y avait énormément de harcèlement. Moi, à ce moment-là, j'étais à Reporters sans frontières et on avait le même phénomène. Les journalistes disaient on est harcelé en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et j'avais trouvé à ce moment-là cette ressource de PEN America qui est extrêmement complète, mais qui n'existait que en anglais. Et donc, j'ai travaillé sur l'adaptation de cette ressource pour un public francophone, et donc qui explique comment se préparer, répondre au cyberharcèlement, prendre soin de soi, soutenir les gens. Quand vous pouvez faire des choses, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, quand quelqu'un est cyberharcelé, vous n'êtes pas obligé d'être un témoin passif. Vous pouvez faire des choses sans vous confronter directement au cyberharceleur. Et donc, je vous invite à bookmarker, suivre cette ressource. Voilà, et je laisse la parole. Est-ce que tu veux venir là, peut-être, Marc? Oui, je peux passer les slides, sinon, mais comme tu veux. Ouais. Et donc, je laisse la parole à Martine, qui va nous... Peut-être, là, on a défini le sujet, et Martine va faire un petit zoom out, on va dire, sur... dans quel contexte, en fait, on parle de ces questions-là. J'actionne comment? Sur l'ordi? Ok. Comme ça va être peut-être plus simple. Ouais. Voilà, bonjour à toutes et tous. C'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors moi, je fais d'abord un focus sur les femmes journalistes et sur la question du sexisme dans la profession de journaliste. Et vous allez voir pourquoi je le fais. En fait, et Elodie Vial vous l'a dit, le cyberharcèlement contre les journalistes est une réalité. Contre les femmes journalistes, il est plus important que contre les hommes journalistes, et surtout, il est d'une nature aussi assez... différentes, les hommes journalistes étant plus attaqués sur leurs compétences, expériences, capacités journalistiques. Les femmes journalistes sont attaquées souvent de façon très sexiste, avec des injures qui concernent beaucoup plus leur personne. Donc cette réalité, elle existe dans les médias, mais la difficulté, c'est que les entreprises de médias ont mis en fait très peu de choses en place pour réagir en matière de prévention du cyberharcèlement et de lutte contre les violences en ligne. Et j'aimerais justement dézoomer pour dire, tiens, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas ou si peu? Alors, en 2018, le temps passe vite, mais nous avons fait avec l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons une étude qui porte sur les femmes journalistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette étude ne porte pas spécifiquement sur le cyberharcèlement, donc elle a peu de données en la matière, mais en fait, les conclusions de cette étude sont intéressantes parce qu'elles permettent de comprendre pourquoi les questions de sexisme et de harcèlement dans les rédactions sont l'objet de si peu de préoccupations de la part des directions et des ressources humaines des entreprises. Ah, là par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ce n'est pas lisible. Pas grave. Il y a eu quelques transferts de PowerPoint à PDF voilà, et je pense qu'il y a des... Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai mon copieur. Alors, cette étude nous montre que les femmes journalistes sont plus nombreuses que les hommes journalistes à déclarer avoir déjà été confrontées à du harcèlement ou à une agression.
De très nombreux répondants et répondantes ont indiqué qu'ils ont déjà été témoins d'une agression sur les lieux du travail, de harcèlement, de cyberharcèlement, mais les répondants évoquent généralement le silence ou la passivité face à ces violences, et là je parle des rédactions, des lieux de travail. Cette étude montre en fait, et cette étude a recueilli énormément de témoignages de femmes journalistes qui montrent des formes d'humiliation ordinaires comme des commentaires genrés, des réflexions sexistes, des SMS équivoques, des messages explicites graveleux, des usages de surnoms à caractère sexuel, etc., mais aussi des restrictions de l'identité des femmes journalistes à celle de femmes simples, de mères ou encore de féministes désagréables. Donc les femmes témoignent dans cette étude que lorsqu'elles expriment en fait, ou lorsqu'elles dénoncent du sexisme dans la rédaction, on leur renvoie tout de suite une image de féministes désagréables, certains disaient même de féministes à poil. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi dans les rédactions des interactions de nature sexuelle non souhaitées, des discussions à caractère sexuel non voulues, des avances non sollicitées, des contacts physiques non souhaités, des rapports paternalistes, des formes d'infantilisation et puis du harcèlement moral. Ce qui nous permet de poser la question, et si en matière de harcèlement et de sexisme, l'ennemi était d'abord intérieur? Et puis l'autre question, c'est et si cet ennemi était invisible? Parce qu'en fait, cette étude de 2018 donc, montre que les femmes journalistes décrivent un milieu professionnel inamical, souvent hostile, parfois toxique, et malgré que les entreprises ont mis en place toute une série de mécanismes de prévention, voire de suivi psychosocial pour prévenir et réagir à ces formes de violence, les femmes journalistes dénoncent plutôt une certaine solitude par rapport à ces phénomènes et une absence de soutien. Et j'en arrive à la question du harcèlement sur les réseaux sociaux parce qu'il faut l'analyser dans ce contexte professionnel qui n'appréhende pas ou très peu la réalité du sexisme sur les lieux de travail. Et si on recoupe ces témoignages de journalistes avec des focus group et des entretiens qui ont été faits avec les directeurs des médias et les responsables des ressources humaines, en fait, ça se recoupe assez bien. Donc, on voit que les directions des médias ne voient en général aucun problème de harcèlement dans leur salle de rédaction. Ils disent que ceci appartient au passé, que la jeune génération n'est pas comme ça et que donc ce problème finira par se régler tout seul. Ce n'est pas du tout ce que les femmes journalistes disent actuellement. Ils disent aussi que l'environnement masculin et grivois, voilà, c'est une autre génération. Mais par contre, les entretiens ont permis de montrer qu'il y a beaucoup d'interrogations et de malaise face à ce qui est acceptable comme comportement. Et en fait, où mettons le curseur? Le harcèlement, l'intimidation, non. Les paroles, les comportements machistes ou sexistes, on ne sait pas. Les blagues grivoises ou déplacées, bon voilà, il faut quand même un peu d'humour. On sent vraiment cette difficulté à percevoir, à qualifier et donc à réguler, à éliminer. Par contre, et c'est peut-être la chose intéressante aussi, quand on parle de violences externes à l'entreprise, comme le cyberharcèlement par des tiers, là, on voit en fait qu'ils se positionnent très différemment. Ils disent, on sait qu'il y a des violences externes, notamment dans le rapport avec les sources. À propos du cyberharcèlement, donc là, on est toujours en 2018, un seul des 10 responsables de médias interrogés dit ça, nous, on ne laisse pas passer. Et celui-là, c'est la RTBF et c'est lui dont je vais parler et qui mettra en place très peu de temps après cette étude une série de mécanismes de prévention. Mais en 2018, aucune entreprise n'avait développé de réel plan de prévention, formation contre le cyberharcèlement des journalistes. Or, pour nous, à l'AJP, il s'agit vraiment d'une question de sécurité et de santé au travail. La sécurité et la santé au travail, c'est une responsabilité des employeurs. Et pour nous, ils doivent
vraiment prendre cette responsabilité à bras-le-corps. Et depuis la publication de cette étude, on voit qu'il y a une prise de conscience qui a été réelle, mais pas partout, et pas de la même manière, et que certaines initiatives ont vu le jour, notamment à la RTBF. Et donc en 2021, vous avez fait une autre étude, cette fois-ci plus sur la question du cyberharcèlement. Là, on a parlé vraiment de la question des femmes journalistes et donc de ce qu'elles peuvent vivre de manière globale. Et par rapport à ce phénomène, vous décidez en 2021 de refaire une étude. Et en fait, pourquoi une étude ? C'est pas qu'on aime bien les études à l'AJP, mais en matière d'égalité et de diversité, on en a fait 10 en 10 ans. Donc ça veut dire qu'on en fait quand même beaucoup. L'idée de l'étude, c'est de fonder nos constats réellement, pour qu'on ne puisse pas nous dire « mais non, ce n'est pas comme ça chez nous ». Mais non, ça, ailleurs, oui. Donc on a poursuivi le travail avec l'ULB et l'Université de Mons. Et cette fois-ci, on leur a demandé de faire un genre d'audit des dispositifs qui existent ou qui n'existent pas d'ailleurs dans les entreprises de médias en matière justement de violence en ligne contre les journalistes hommes et femmes ici. Et cette étude nous montre qu'il y a différents constats qui émergent. D'abord, la difficulté pour les employeurs de percevoir la gravité des agressions. Est-ce que c'est grave ou pas ? Élodie, tu en parlais aussi. Est-ce que des micro-agressions répétées, c'est du cyberharcèlement ? Les violences avérées, oui. Mais où mettre le curseur et quand réagir ? Un autre constat aussi qui concerne plus les questions d'intersectionnalité, on voit qu'il n'y a pas d'attention spécifique à certains groupes. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Tous les journalistes sont harcelés. Ici, ce sont les employeurs qui parlent. Donc pas d'attention spécifique pour le groupe femmes, ni pour les personnes racisées, ni pour les personnes LGBTQIA+. Et surtout pas de dispositif ou de protocole qui existe pour prévenir ou réagir, sauf à la RTBF et dans une moindre mesure, je n'appellerai pas ça un protocole, mais il y a quand même quelque chose qui existe à RTL-TVI. Donc à la RTBF, sur le protocole, je crois que Jean-Pierre Jacquemin en a parlé dans un autre, tout à l'heure, dans une autre salle. Il existe un protocole qui est structuré avec une adresse mail que les journalistes connaissent, qui leur est répétée régulièrement, à laquelle ils peuvent s'adresser pour signaler, c'est vraiment une adresse de signalement, des violences en ligne. C'est une boîte qui arrive au service juridique, c'est lui qui ouvre. Il est en lien avec le service des ressources humaines et avec le service de protection des travailleurs. Donc le service juridique voit tout de suite de quoi il s'agit, et puis la personne est invitée, elle est entendue, on voit avec elle ce qu'elle souhaite, parce que c'est vraiment important de travailler vraiment en lien avec ce que la personne souhaite, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire quelque chose et il ne faut pas les forcer non plus, je pense. Et puis, il y a un suivi psychosocial qui est proposé, mais d'après la RTBF, il n'est pas souvent utilisé. Donc ça, c'est ce qui est mis en place à la RTBF. Alors, donc, en fait, cette étude, elle a été publiée, c'est un bouquin, donc je la survole vraiment, mais juste pour vous dire que pour ce qui concerne l'AJP, en tout cas, nous, on pense que la question du cyberharcèlement, c'est vraiment, elle doit s'inscrire dans celle qui est plus large de la lutte contre le sexisme dans les rédactions et dans la profession, nécessairement dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. Pour la lutte contre le cyberharcèlement, il existe déjà des outils, aussi souvent à l'étranger, pour permettre un diagnostic, pour rendre plus fluides des procédures, organiser des ripostes efficaces. La difficulté aussi, c'est que souvent ces outils, quand ils existent dans les entreprises, ils ne concernent que les journalistes salariés. C'est important de ne pas oublier les journalistes indépendants qui déjà sont isolés dans leur milieu professionnel. J'ajoute que le protocole de la RTBF concerne aussi les journalistes indépendants, ils peuvent l'actionner. Et ce que nous recommandons aussi, c'est de former le management, parce que cette étude, elle a vraiment montré qu'il y a de grandes interrogations sur même la perception, l'existence même du cyberharcèlement. Juste en passant, vous dire, il y a des outils qui existent, vous pouvez aller voir sur le site du dartcenter.org,
C'est un outil qui a été développé par le syndicat finlandais des journalistes. Un outil qui existe aussi en français, ici le slide est en anglais, mais c'est celui qui a été développé par le International Press Institute, IPI, et qui permet en fait de développer des protocoles à l'intention des rédactions pour aider les cyberjournalistes, pour aider les journalistes victimes de cyberharcèlement. En fait, ce protocole, je m'arrête une minute là-dessus, mais il y a d'abord une mise en place dans l'entreprise d'un processus de signalement, ce qui permet d'instaurer une certaine culture de la sécurité dans la rédaction, et ce qui permet aussi de documenter les attaques en ligne, d'en garder des traces. Et puis, il y a un processus d'évaluation des risques. Quels sont les risques de préjudice physique, psychologique ou d'atteinte à la réputation? C'est aussi très important pour les journalistes. Et puis, une mise en place de mécanismes de soutien, le travail sur la sécurité numérique. Je pense qu'il y a un atelier à 14h ici sur les questions de sécurité numérique. Soutien, mais soutien juridique également, soutien psychologique, un communiqué public de l'entreprise pour soutenir le journaliste est souvent important. Et puis évidemment la modération des propres réseaux sociaux de l'entreprise, qui n'a pas toujours été le cas. Et puis un suivi, une réévaluation. Donc je pense que le protocole IPI est assez complet, mais Elodie vous a présenté tout à l'heure les outils de PEN America. Et donc, quelles sont les actions de l'AJP? On va essayer de faire quelques questions. On n'a pas répété, ça se voit. Alors, donc nous, on a développé également une politique de zéro tolérance en cas de violence contre les journalistes. Toutes les violences, violences physiques, psychologiques, menaces, intimidations. Autrement dit, on réagit systématiquement. Et si le journaliste ne nous contacte pas et qu'on est au courant qu'il y a eu des violences contre un journaliste, nous, on prend contact, donc on est proactif aussi. On a un service juridique interne, bon, on n'est pas 10, hein, on est 2, mais on est 2 personnes à travailler sur les questions juridiques au sein de l'Union professionnelle des journalistes. Donc on a quand même développé une certaine expertise en la matière, on donne des conseils, on a un accompagnement. On accompagne le journaliste ou la journaliste qui veut déposer plainte. Et très souvent, on se constitue partie civile aux côtés du journaliste, donc de la journaliste. Donc ça veut dire que se constituer partie civile, mais peut-être Benjamin en parlera tout à l'heure parce qu'elle gère une série de nos dossiers aussi. Se constituer partie civile, ça permet en tout cas qu'il se passe quelque chose dans le dossier. Donc la police ne peut pas juste taper le dossier à la poubelle et se dire c'est pas important. Ce qu'on fait aussi et qui est vraiment intéressant pour nos membres, c'est la prise en charge des frais de procédure, des frais d'avocate. Donc, bon an, mal an, à la JP, on a un budget consacré au soutien judiciaire qui va de 20 000 à 50 000 euros. Ça fait quand même quelques dossiers. Ce n'est pas seulement des dossiers de violence, hein, il y a beaucoup de dossiers en matière de licenciement, droit d'auteur, etc. Et puis, on a développé aussi, et ça c'est plus récent, des formations qu'on a mis en fait dans un genre de parcours sécurité pour les journalistes. Donc on a une formation à la gestion du risque en terrain hostile. Donc ça c'est plus pour les zones fragiles ou les zones à risque. Deux formations qui sont prises en charge par d'ailleurs Elodie Vial sur le cyberharcèlement, quels sont les protocoles qu'on peut mettre en place dans les rédactions, et une formation en autodéfense face au cyberharcèlement. On a aussi, toujours en matière de sécurité, une formation avec la Croix-Rouge, mais qui est plus une formation sur les gestes qui sauvent, et qui est intéressante, que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. Et puis, on a une formation sur la gestion des agressions et la préparation des missions en terrain difficile. Donc voilà, ça c'est globalement ce qu'on propose pour l'instant. Ça va se développer. Il faut savoir que ce programme, quand on le propose, on n'a pas nécessairement des centaines d'inscriptions, comme si les journalistes ne se sentaient pas toujours concernés par les questions de sécurité. Donc nous, on aimerait bien aussi que cette culture de la sécurité, ça s'installe un peu mieux dans les rédactions, et que les rédactions envoient elles-mêmes les journalistes en formation, ou que les formations se fassent en interne dans les entreprises. Ça, on peut le proposer également. Voilà. Pour moi, pour l'instant. Très bien, merci. Alors,
Peut-être avant de laisser la parole à Benjamin, je vais reprendre merci beaucoup Martine, quelques éléments que je voulais vous glisser. Évidemment, là, l'idée, c'est pas de faire la formation, mais c'est juste vous donner quelques idées des ressources qu'on peut mettre à disposition des journalistes. Et ce que vous pouvez faire, on ne peut pas empêcher, évidemment, le cyberharcèlement, mais vous pouvez essayer de vous préparer au maximum. Alors, ça passe déjà par... là, je passe rapidement parce que, justement, à 14h, il y a une session là-dessus, sur la cybersécurité. Ça passe par des mots de passe unique et solide, un mot de passe par plateforme. Si vous avez le même mot de passe sur 10 sites, ça le fait pas, hein, ça va pas. Voilà, il y a des petites choses. Par exemple, One Password est une solution qui permet c'est un manager de mots de passe qui vous permet de stocker vos mots de passe et ils ont une solution spécifique pour les journalistes. Si vous êtes journaliste, vous pouvez plus sortir. Ah. Bah oui, non, il faut effectivement régler ça, je pense, parce que c'est ça peut être un petit problème de... Ouais. Ah, pardon, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai fait une grosse bêtise en fermant la porte. Ah oui, c'est pas vrai. Non, mais je vais... Soigner sa sécurité. Donc, vraiment. T'as une phrase de passe ou Ah, non, ok. Merci beaucoup. Alors, ne fermez pas la porte. Surtout pas. Ah oui, non, mais on va pas... Ouais, Ah oui. Merci, Martine. Bon, désolée, c'est parce que c'était justement pour qu'on écoute bien Martine tout à l'heure, parce qu'il y avait un peu de bruit dehors. Oui, alors, effectivement, une phrase de passe, ça va être, par exemple, c'est une phrase complète. Je suis en train de donner une conférence à l'IEX, donc ça, je vais m'en souvenir, et puis je peux changer un mot. Je suis en train de, je sais pas, à l'IEX, voilà. Enfin, en fait, on peut changer un mot dans la phrase. Ça, vous allez vous en souvenir et ça va être plus simple à retenir et ça va être un mot de passe très compliqué. Donc, il y a des tas de techniques qu'on vous détaille dans le manuel de PEN America et plein d'autres ressources en ligne. Et voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des gestionnaires de mots de passe qui, en plus, offrent des solutions gratuites comme One Password pour les journalistes. Donc, ne pas hésiter à les solliciter. Optez pour la double authentification quand c'est possible. Pas avec un système de SMS, mais avec des applications, parce que sinon, ça peut être hacké. Un cache sur la caméra, là, je vois, par exemple, il y en a pas. Voilà, bon, il y a des petites choses qui peuvent être faits. Toujours, évidemment, de bien renforcer ces critères de confidentialité sur les réseaux sociaux. On a conscience... Le problème du cyberharcèlement, c'est qu'en tant que journaliste, vous avez besoin d'être visible, surtout en début de carrière. Donc, il y a même des rédactions, on va regarder le nombre de followers. Enfin, moi, à mon époque, c'était un peu ça, mais j'ai l'impression que c'est toujours ça. Vraiment, on regarde le nombre de followers. Est-ce que la personne, elle est sur Insta, etc. Donc, finalement, vous recevez des messages contradictoires de la part des rédacs chefs. À la fois, il faut être visible en ligne, engagé avec l'audience. C'est pas mal aussi quand on a un sujet pour avoir accès à des sources, trouver des témoignages rapidement, etc. Et d'un autre côté, c'est cette exposition qui vous met aussi en danger, parce que pour avoir plus d'audience, on va commencer à diffuser plus d'éléments personnels sur sa vie. Je suis là, je suis en reportage en train de faire ça, Et donc, du coup, on peut vous géolocaliser, on peut savoir ce que vous faites. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit à PEN America, c'est vraiment juste d'essayer de trouver le juste équilibre entre la vie pro et la vie perso. Essayer vraiment on ne peut pas couper des réseaux sociaux, à part si vraiment Elon Musk détruit complètement Twitter, là, va bien falloir qu'on s'en retire. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est essayer d'imaginer quel est le niveau de filtre qu'on veut mettre. Par exemple, si je suis en reportage et que je veux me prendre Là, moi, je dis, ah bah tiens, je suis aux assises, c'est cool. Je ne suis pas obligée de le poster tout de suite. Je peux le poster demain. Comme ça, si on ne sait pas exactement dans quelle ville où je suis, exactement à quel moment. Voilà, il faut essayer de trouver des astuces et regarder vos publications en ligne avec cet angle-là. Cet angle de la cybersécurité,
cybersécurité et comment est-ce que quelqu'un qui voudrait s'en prendre à moi pourrait potentiellement utiliser mes publications contre moi-même. Ce qui est très important aussi, c'est de mobiliser même sa famille sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, vous allez suivre des formations cyber, là, comme tout à l'heure, etc. Mais vos proches, dans les rédactions, on dit aux journalistes, et vos enfants, et vous, vos parents, est-ce qu'ils s'y connaissent bien en Facebook, et est-ce qu'il ne va pas dire « Ah, mon enfant est à l'école de journalisme », et puis vous avez votre nom, etc. Donc, sensibilisez vos proches au fait que vous êtes journaliste. Peut-être que dans 3 ans, vous allez couvrir, on a une montée des extrêmes, voilà, des régimes politiques qui se durcissent, vous allez être amené à couvrir ce genre de choses. Ça vous expose d'autant plus. Il y a des mesures à prendre maintenant et vous pouvez aussi sensibiliser vos proches. Et puis, rapidement, avant que Benjamin nous parle un petit peu de ce que peuvent faire les journalistes aussi en Belgique par rapport aux procédures judiciaires. Quand le cyberharcèlement... Donc, à 14h, il y a la formation cyber. Quand vous êtes au milieu de l'attaque, là, ça arrive, les trolls sont après vous, voilà, c'est terrible. Il faut, dans ces cas-là... Dans un premier temps, et je pense qu'il va le dire aussi cet après-midi, Martine en a parlé, c'est toujours l'analyse de la menace. Et on va vraiment chercher à savoir, est-ce que par exemple on connaît le harceleur ? C'est pas la même chose quand c'est une personne spécifique ou quand c'est un groupe de personnes. Est-ce que les menaces, elles sont directes ? Est-ce que, par exemple, la personne vous dit « je vais venir tel jour, telle heure te faire ça ?» C'est pas la même chose non plus. Est-ce qu'il s'agit de menaces répétées ? Est-ce que le harceleur n'hésite pas même par exemple, à montrer, à dire son nom, voilà, est-ce qu'il y a un risque que la menace devienne physique ? On a des journalistes où les cyberharceleurs, en fait, les attendent en bas de l'immeuble, de la rédac, enfin, ce genre de choses. Et puis, bien sûr... Martine Simonis l'a mentionné, il peut y avoir un impact sur la réputation professionnelle. Moi, j'ai vu des rédactions, en fait, des flots de désinformation, il y en a tout le temps. Là, on est dans un contexte de guerre hybride, l'information, les guerres se passent en ligne, donc de la désinformation, il y en a tout le temps. Et parfois, les rédactions n'ont même pas le temps de se dire, mais en fait, là, mon journaliste est critiqué, etc. Donc, moi, j'ai vu des rédactions où les journalistes, en fait, croient tout ce qui est où la rédaction en chef croit tout ce qui est balancé sur le journaliste. Et donc, enfin, il y a un vrai... et puis en plus, si c'est un journaliste freelance et qu'ensuite, il y a plein d'insultes, de désinformations sur cette personne pour retrouver du boulot derrière, enfin, etc. Donc, il y a un vrai impact aussi sur la réputation. Voilà, il peut y avoir des risques physiques, il peut y avoir des risques réputationnels. Et donc, il faut bien évaluer tout ça. Vous avez la possibilité technique sur les plateformes de bloquer, mettre en sourdine, restreindre. Parfois, quand vous bloquez les cyberharceleurs, ensuite, ils vont faire des captures d'écran pour dire « Ah, j'ai été bloqué par ce journaliste, genre trop fier ». Donc, ça les nourrit. C'est pour ça que vous pouvez mettre mute aussi, mettre en sourdine. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils parce que quand on cherche à signaler une situation aux plateformes, par exemple, à contacter Facebook et à dire là, on a vraiment un journaliste qui est menacé en ligne, c'est un vrai problème. La première question, c'est mais est-ce que le journaliste a signalé cette problématique sur la plateforme ? Et on a des journalistes qui ne signalent même pas parce qu'ils disent ça ne sert à rien. Parfois, ça peut servir à quelque chose. Donc, n'hésitez pas à signaler. À documenter également, et ça, peut-être que Benjamin va revenir dessus. Ça peut paraître contre-intuitif de documenter son cyberharcèlement, mais en fait, c'est nécessaire parce que si vous n'avez pas, c'est comme en journalisme, si vous n'avez pas les faits, vous n'allez pas écrire l'article. Donc là, si vous ne pouvez pas dire c'est quoi les 5 W de ce qui vous vise, qui ou quoi comment, on ne va pas pouvoir derrière, même si vous signalez à la rédaction. Enfin, parce qu'on a souvent des journalistes qui disent « Ah là, il se passe quelque chose ». Bon, c'est un peu flou, puis surtout, en plus, quand vous êtes dans cette situation, c'est un peu traumatisant. Donc, l'esprit humain n'arrive plus à réfléchir, vous n'êtes pas dans une logique. Donc, il faut bien, c'est pour ça qu'il faut se faire aider aussi pour documenter. Ça va vous aider à signaler en interne, à raconter ça si vous voulez en parler à des amis, etc. Et puis, voilà, à des avocats, à Benjamin, etc. Il y a des questions qui se posent aussi sur est-ce que on veut nourrir les trolls ? Parfois,
et ce qu'il faut leur répondre, pardon. Et la doctrine en la matière, c'est non, il ne faut pas nourrir les trolls. Mais on a des journalistes qui disent, mais moi, on balance cette information sur moi. Moi, j'ai envie de faire une déclaration pour dire non, c'est faux. Donc, parfois, vous pouvez avoir envie de répondre pour rétablir une information fausse, pour demander de l'aide à votre communauté. On a vu des journalistes où il y a, par exemple, ils vont mobiliser leur communauté de followers pour leur demander quelque part d'investiguer sur une diffamation qui les touche. Évidemment, si vos harceleurs sont violents, si vous êtes en train d'être attaqué par une armée de bots, parce que maintenant, tous les pays ont ça à leur disposition, si vous êtes psychologiquement trop atteint, là, c'est pas la peine de répondre, quoi. Et puis moi, je voudrais juste aussi dire un petit mot, et surtout, c'est là, vous êtes à l'école, donc c'est vraiment le moment de mobiliser ça. Vous devez soutenir les personnes qui sont cyberharcelées. Et pour ça, à PEN America, on conseille d'avoir 2 communautés de soutien, une sorte de task force d'urgence avec vraiment vos contacts, vos amis, des contacts proches à qui potentiellement vous pouvez donner l'accès à vos comptes pour documenter, parce que quand les personnes sont cyberharcelées, des fois, elles ne veulent plus accéder à leur compte parce que c'est trop traumatisant. Mais en même temps, si vous recevez des menaces de mort, il y a un risque physique et donc il faut pouvoir le documenter. Et puis, vous pouvez aussi avoir votre communauté en ligne. Et dans ce cas-là, ça va être vos proches, vos lecteurs, vos camarades de classe, à qui vous pouvez faire peut-être des groupes WhatsApp que vous pouvez mobiliser en cas de problème. Et il ne faut pas hésiter, dans ces cas-là, à faire une demande très claire. Par exemple, si vous couvrez un sujet, vous savez que vous allez être cyberharcelé sur ce sujet, vous pouvez très bien dire mon dernier article sur le sujet, vous envoyez un message WhatsApp dans le groupe, ouais, mon dernier article sur le sujet, j'ai été vraiment cyberharcelé, là je vais le publier demain à midi, est-ce que vous ne pourriez pas mettre des messages positifs à la suite de ma publication? Parce que les études montrent que en fait, si les premiers messages qui suivent une publication sont positifs, ça va influencer l'ensemble des messages. Donc vous pouvez également aider des confrères, des consoeurs en documentant, en signalant, en bloquant sur les réseaux sociaux avec leur consentement. Toujours bien demander est-ce que la personne concernée, elle est d'accord pour être soutenue. Il y a des rédacs où il y a un journaliste très influent qui va vouloir soutenir une jeune consoeur et qui va dire tout ce qu'on dit sur elle est faux, il retweet le machin, bon, c'est pire, quoi. Donc, en fait, il faut... et du coup, parfois, on voit les rédacs qui disent... Elles hésitent à soutenir des journalistes parce qu'elles disent « Ah, mais ça va être pire, machin. » Bon, bah, en fait, on est grand, hein, on peut se mettre autour d'une table, on discute. La personne concernée, elle est présente et on essaye d'élaborer quelle est la meilleure stratégie pour tout le monde. Donc, voilà, peu importe ce qu'on fait. Bon, on a détaillé tout ça dans toutes nos guidelines, mais on le fait jamais sans le consentement de la personne, sans l'inclure. On prend contact avec elle pour chaque décision. Et c'est pas mal, voilà, Martine Simonis a expliqué quels étaient les protocoles. La plupart du temps, moi maintenant, les rédactions, des fois, elles nous disent « Mais nous, on n'a pas de moyens, tout ça, c'est bien ce que vous racontez, mais nous, on ne peut rien faire. » Il y a un truc qu'on peut faire, déjà, c'est être humain et vérifier avec son journaliste, est-ce que ça va ? Il y a encore plein de cas de cyberharcèlement où la journaliste, hein, on l'a dit, hein, c'est souvent la journaliste. Donc en plus, c'est terrible parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner, diversité, tadada. En fait, pas du tout. C'est les mêmes journalistes qui sont ciblés. C'est les journalistes qui ne sont pas blancs, c'est les femmes, c'est les communautés marginalisées qui sont ciblées. On le sait parfaitement et on ne fait rien. Et derrière, on fait des tas de communications pour parler de diversité et de trucs comme ça. Donc, si on veut vraiment mettre en place toutes ces actions-là, il faut mettre en place des mesures de sécurité pour les gens. Et donc mettre en place tous ces protocoles et les ressources pour la modération. Et donc, ce qu'on peut faire quand on n'a pas de moyens, eh bien, c'est déjà reconnaître ce qui est en train de se passer. Donc, vérifier avec le ou la journaliste, est-ce que ça va, voilà, enfin, au moins reconnaître, lui laisser le temps de souffler, voilà, si on n'a pas en place tous les protocoles dont on parlait. Et par rapport à vous, ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il y a un tabou un peu dans la profession, je trouve, qui est de dire, bah, nous, il faut qu'on ait le cuir épais dans le journalisme,
ouais, genre on est des durs et tout ça. C'est très facile pour des gens qui ne sont pas touchés aussi par ce type d'attaque de dire tout ça. Mais en fait, c'est très important de prendre soin de soi, de sa santé mentale, parce que sinon, vous ne pourrez pas durer dans ce métier de toute façon. Et donc, il y a des petits trucs à faire. Alors, on vous donne plein de conseils sur notre manuel de PEN America sur comment prendre soin de soi. Bon, il y a plein de sites Instagram et tout qui font ça aussi très bien. Il y a une différence entre prendre soin de soi à un moment et aussi identifier quand en fait on a besoin d'une aide professionnelle. Donc si vous vous sentez vraiment paralysé par la peur, et là on a des journalistes cyberharcelés, je connaissais quelqu'un, elle sent plus ses jambes, elle pouvait plus marcher. Enfin voilà, donc il y a vraiment des Samuel Laurent d'ailleurs décrit dans son livre Est-ce que Twitter a-t-il tué la démocratie, il explique que sa femme a perdu l'usage, il le dit dans le livre, hein, elle a perdu l'usage de la parole. Enfin, en fait, c'est vraiment super traumatisant. Donc, il faut identifier ça. Si vous parlez de votre cyberharcèlement en permanence, c'est aussi que vous êtes un petit peu pas bien. Si vous avez des difficultés à dormir, si vous perdez l'appétit, le goût de la vie, voilà. Donc, il faut pouvoir être en capacité, en tant que journaliste, si vous voulez bien faire votre travail, être en capacité d'identifier ces signaux pour comprendre le jour où vous avez besoin d'une aide professionnelle. Et donc, pour donner la parole maintenant à Benjamin quand il s'agit d'aide professionnelle, voilà, j'essaye de faire les transitions aujourd'hui. Il y a des choses qui sont faites en Belgique, moi je trouve qu'ils sont très inspirantes d'ailleurs pour la France, comme moi je suis française. Et donc l'AJP est très investie sur ces questions-là, donc je suis vraiment contente qu'on soit toutes les trois aujourd'hui, et notamment avec Benjamin qui va nous expliquer que dit la loi belge, quelles ont été peut-être les avancées, les cas sur lesquels tu travailles, et aussi la spécificité notamment avec les questions de délit de presse. Voilà. Mais je te laisse la parole. Tu fais comme tu veux, mais comme ça, là, tu as un micro. Ça peut être très bien. Voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, je n'ai pas de slide. Je suis avocat. On va utiliser uniquement la parole. Je vais vous donner un petit point sur ce qu'on peut faire sur le plan judiciaire quand on est victime de cyberharcèlement. Alors déjà, première chose... c'est très bien qu'Élodie dise que la Belgique fait des choses. Moi, je trouve au contraire que la Belgique est plutôt à la traîne. Sur le plan pénal, le cyberharcèlement, l'infraction en tant que telle, n'existe pas. Le cyberharcèlement, en plan pénal, ça va être qualifié soit de harcèlement, et le harcèlement, c'est l'atteinte à la tranquillité d'autrui. Donc, la notion de harcèlement, c'est de démontrer que votre tranquillité a été atteinte de manière volontaire par quelqu'un d'autre qui, par ailleurs, ne pouvait pas ignorer qu'il portait atteinte à votre tranquillité. Et puis, on a le harcèlement par voie électronique, c'est la même définition, si ce n'est qu'il est fait au moyen d'un téléphone, d'un moyen de communication et d'Internet. Mais le cyberharcèlement lui-même n'existe pas, tout comme n'existe pas d'ailleurs en Belgique, alors que ça existe en France, la notion de raid numérique, une infraction de raid numérique. Parce que la difficulté, évidemment, quand on est face à une campagne avec un troll et des trolls qui se déchaînent, et vous avez Grosse Couille 389 qui écrit à l'attention de la journaliste Martine Machin, grosse pute. Et il va dire, mais qu'est-ce que c'est que harcèlement? Non, mais ça, c'est une réalité. Pardonnez-moi les mots grossiers, mais quand on parle de cyberharcèlement, il faut réussir à les dire. Hein. Et donc, il va dire, si on le poursuit, il va dire, quoi, c'est quand même pas pour un truc que j'ai envoyé, c'est pas moi tout seul qui suis responsable de ce qui lui arrive. Et on n'a pas cette notion chez nous de savoir qu'on est concerté et connecté avec toute une meute qui va s'attaquer à quelqu'un. C'est une faille à mon estime du système pénal, mais elle a une raison et je vais y venir dans un deuxième temps. Alors, en tout cas, si vous êtes victime de ça, donc c'est-à-dire que, et je parle ici vraiment je parle du cyberharcèlement, je vais surtout parler justement de ces campagnes de trolls, de doxing, on va balancer des informations personnelles sur vous, on va vous insulter, on va mettre en cause vos compétences. Je ne vais pas parler d'un autre, parce qu'il y a un autre type de fait dont vous pouvez être victime, c'est par exemple, l'AJP est intervenue dans une affaire, il y a eu à l'hiver dernier une campagne de harcèlement massif sur tous les journalistes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 associations de bons citoyens qui ont décidé de collecter les adresses mail de tous les journalistes, de faire des petits tableaux Excel et d'envoyer à tous leurs contacts avec des systèmes de dire, alors si votre nom commence par A, vous devez envoyer au tableau B le premier jour à 22h59, le deuxième jour à 23h22, avec toujours le même message. On était dans
une autre forme de harcèlement et qui mène à des poursuites pénales qui sont en cours avec des auteurs qu'on est en train d'identifier et probablement que ça va se finir devant un tribunal correctionnel. Mais donc, moi, je vais ici aussi parler surtout de ce cyberharcèlement où vous êtes en permanence insulté, attaqué sur les réseaux sociaux notamment. Le premier des conseils que je vais vous donner, mais ça vaut pour toutes les formes d'attaque dont vous pourriez être victime, c'est évidemment garder les preuves. Comme l'a très bien dit Élodie, il faut le premier réflexe. Vous êtes victime soit vous avez votre petit harceleur spécifique, celui qui, à chaque fois que vous prenez la parole sur Twitter, dans les médias, même que vous mettez un sticker sur une photo de ravioli, va se sentir obligé de commenter votre publication, donc votre troll à vous, le vôtre. Vous faites immédiatement des captures d'écran. Vous capturez, parce qu'il faut, on va le voir par la suite, si on décide d'aller dans une procédure judiciaire, je vais devoir prouver que vous avez eu d'abord qu'il s'est rendu coupable d'une faute et que vous en avez conçu un dommage. Donc vous faites des captures d'écran de tout ce qu'il publie. Si vous êtes victime d'une campagne massive, vous essayez, et si c'est trop dur pour vous, vous demandez à votre entourage de le faire. Parce que là, je vois pour beaucoup, vous êtes jeune, vous n'en avez peut-être pas encore été victime, et vous avez certainement au fond de vous ce petit réflexe qui fait dire « oui, mais si moi ça m'arrive, ça va aller, je vais tenir le coup ». J'ai vu des gens d'une solidité absolue s'effondrer à un moment, parce qu'à chaque fois que vous voyez celui qui a dit « sale pute », et vous voyez 1 like, 2 likes, 3 likes, 4 likes, 20 likes, 30 likes, ça vous atteint, quelle que soit votre solidité. Le cyberharcèlement et la souffrance causée par le cyberharcèlement n'est pas réservée à des femmes psychologiquement affaiblies. Ça attaque tout le monde. Et donc, faites des captures d'écran ou demandez qu'on fasse des captures d'écran. Aussi, notamment dans l'idée du dommage, capturez aussi le nombre de likes. Prenez bien qu'on puisse voir le nombre de repartages, de retweets, de likes, d'autres personnes qui publient. Essayez de garder un maximum de preuves. Et je dirais l'étape 2, en effet, c'est de signaler, comme l'a dit Élodie, il faut signaler le compte à la plateforme. Il ne faut pas hésiter à le faire, et j'entends trop souvent des gens qui me disent « oui, mais je n'ai pas voulu le faire ». Il faut le faire. Parce qu'on verra que si on veut entamer une action judiciaire, je devrais aussi démontrer que vous avez tenté de mettre fin à votre dommage, que vous n'avez pas vous-même laissé pourrir une situation. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on laisse leur compte indéfiniment impuni. Mais vous aurez pris au préalable la précaution de bien documenter et de prouver l'attaque dont vous avez été victime. Et puis, une fois que vous aurez tous ces éléments-là, si vous avez envie, si vous êtes atteint, si vous avez envie d'aller plus loin, mais il faut aller chercher des experts. Donc, soit vous êtes dans une grosse boîte de médias comme la RTBF, vous n'hésitez pas à les contacter et eux savent que faire. Vous pouvez vous tourner vers la JP, vous tournez vers des gens qui vont pouvoir vous conseiller si vous voulez aller plus loin. Et notamment, vous pouvez aller voir un avocat. Et là, évidemment, l'avocat que je suis, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle parce qu'on n'est pas toujours nécessaire, mais je vais vous parler comme si vous étiez venu chez moi. Il y a une chose, donc je vais vous demander si vous venez me voir en me disant, ben voilà, je suis victime. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a justement 1 ou 2 trolls à nous, les nôtres, qui sont souvent copains d'ailleurs, et qui, eux, n'arrêtent pas d'envoyer des attaques et de vous désigner, de vous mettre une cible dans le dos. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire contre lui? On a 2 façons de s'attaquer à lui. On a soit le pénal, soit le civil. Le pénal, je vais devant un juge pénal, je dis il a commis une infraction, en l'occurrence le harcèlement par voie électronique. Il a enfreint les règles de l'État. Le procureur, à ce moment-là, pourra demander une peine contre lui. Le maximum pour le harcèlement, c'est 2 ans d'emprisonnement. Et moi, je vais réclamer un dommage. Je vais dire il a commis une faute, une infraction pénale, cette infraction me cause un dommage, je veux être indemnisé. Et on a une 2e procédure qui est le civil. C'est là, je ne parle plus d'infraction pénale, je parle de faute. Il a commis une faute, le juge doit apprécier que ce qu'il fait est fautif, il m'a causé un dommage, je veux une indemnisation. Pourquoi je parle de ces 2 procédures? C'est parce qu'en Belgique, et c'est aussi pour ça que j'ose dire qu'on est un peu à la traîne, on a un outil formidable, mais qui s'est retourné contre nous, c'est le délit de presse, la notion de délit de presse. Le constituant en 1830, il se dit « je veux une presse libre, je veux protéger les journalistes ». Et donc il dit « si quelque chose, une infraction, a été commise par voie de presse, c'est-à-dire un écrit imprimé et public, cette personne ne dépend pas d'un juge ordinaire, elle dépend de la cour d'assises ». Donc la cour d'assises, vous avez tous entendu parler, c'est cette juridiction avec des jurys populaires, un jury populaire, donc 12 citoyens tirés au sort, qui, en fait, à l'heure actuelle, ne jugent plus que des meurtres.
les meurtres, les assassinats, ou dans certains cas très graves, certains types de tortures. Donc c'est une juridiction tout à fait exceptionnelle. Parce que le Constituant, en 1830, il a un peu cette maxime, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il dit « je veux protéger l'écrit ». Parce qu'en 1830, pour écrire un pamphlet ou dire ce que vous pensez de Martine, vous deviez prendre votre petite plume, vous installer à votre bureau, vous deviez savoir écrire, ce qui n'était déjà pas donné à tout le monde en 1830, donc il y avait une logique. Sauf qu'évidemment, la société a évolué, et en 1830, il n'a pas pensé à Twitter. Mais maintenant, la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême chez nous, elle a évolué, elle a interprété cette disposition de 1830. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle dit que tout ce qui est écrit sur Internet, c'est aussi un délit de presse. Et le délit de presse, ça n'est pas réservé aux journalistes. Donc on n'apprécie pas la question de savoir si on est face à de la presse parce que la personne a une carte de journaliste ou pas. Ce qui veut dire que Martin Machin, qui utilise le pseudo Grosse Couille 382 et qui écrit « Sale pute, va lécher ton chat » parce que c'est exactement ça qu'on voit à l'encontre d'une journaliste, eh bien, il est protégé par le délit de presse. C'est un délit d'opinion, il a le droit de dire ça. On en est là dans notre jurisprudence. Et donc, la Cour de cassation, et on a plusieurs arrêts, on a plusieurs évolutions. Les cours d'appel ne sont pas forcément d'accord avec cette jurisprudence et vont essayer d'aller plus loin, mais jusqu'à présent, la Cour de cassation, elle est toujours constante à dire « Ah non, je suis désolée, c'est un délit de presse ». Et donc, ça veut dire concrètement que je ne peux pas citer directement devant un tribunal correctionnel parce que ça relève de la cour d'assises, le tribunal serait incompétent. Ça veut dire que je dois faire, il doit y avoir une affaire qui va, avec un procureur, qui va devoir saisir la chambre des mises en accusation pour envoyer l'affaire devant la cour d'assises, dans un délai de prescription qui est parfois très court. Et pour réunir une cour d'assises pour ça, ils ne le font pas, donc ça aboutit à une impunité de fait de tous les cyberharceleurs en Belgique, ce qui est un véritable problème. Alors, il y a quand même une évolution qu'on espère. On a eu récemment un jugement où la juge a eu un raisonnement plus intelligent, c'est qu'au-dessus de nous, on a la Cour européenne des droits de l'homme et on a la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Convention européenne des droits de l'homme, elle nous dit d'abord qu'on a le droit au respect de notre vie privée, donc que je n'ai pas le droit d'être insultée à longueur de journée, enfin que j'ai le droit plutôt de ne pas l'être à longueur de journée, et elle dit aussi que j'ai le droit d'avoir un recours effectif à un juge et que j'ai le droit que j'ai le droit donc de faire valoir mon problème devant un juge. Et là, on a un dossier où la juge a dit, elle n'a pas suivi notre cour de cassation, elle a dit, mais en fait, la jurisprudence de la cour de cassation, elle se percute avec cette obligation de permettre à tout le monde d'être jugé. Et donc là, on a une décision qui a condamné un cyberharceleur, mais évidemment, il a fait appel. Pour vous donner une idée aussi des délais du pénal, cette plainte avec constitution de partie civile, on l'a déposée en 2017, et on a eu un jugement en début 2022. On est en appel, et donc l'affaire, donc jugement début 2022, et je plaide ça en 2024. Et puis après, je sais qu'on va aller en cassation, parce que si je gagne, l'autre va aller en cassation. S'il gagne, je vais aller en cassation. Et puis sans doute qu'on finira à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, l'État. Et donc, mais ça, c'est tout un débat, et Martine en parlera mieux que moi, qui se pose, c'est que cet article 150, d'un côté, il est extrêmement utile, parce qu'il protège les vrais journalistes. Je ne voudrais pas que le type qui fait le journaliste qui fait une enquête, ou la journaliste qui fait une enquête sur une grosse affaire, une magouille politico-financière, n'ose pas investiguer parce qu'elle risquerait constamment d'être à traite devant des tribunaux. Donc ça, c'est pas heureux. Donc c'est bien. Mais on devrait réfléchir peut-être à des correctifs, et notamment, une des pistes de réflexion, c'est de modifier cet article 150 pour que, parce qu'à l'heure actuelle, donc, tout ce qui est délit de presse relève de la cour d'assises, sauf ce qui est inspiré par le racisme et la xénophobie. Si on met une insulte raciste, ben là, on sera au tribunal correctionnel. Donc l'idée serait de dire, mais il faut rajouter tous les autres critères qui sont protégés par la loi. Le sexisme, l'appartenance syndicale, l'appartenance religieuse, les convictions politiques, et compagnie, et compagnie. Ce qui permettrait probablement de rattraper toute une série de trolls dans le filet du tribunal correctionnel, parce que, malgré tout, c'est aussi un signal qu'on envoie. Notre société, notre code pénal, c'est tout ce qu'on estime inacceptable. En laissant cette impunité de fait des auteurs de cyberharcèlement, ben, le message que la société envoie est « ça n'est pas grave ».
Et on le sent, qu'il y a toujours cette idée, et c'est à force. Je vois une évolution, je sens que les tribunaux, les magistrats commencent à se rendre compte que c'est un vrai problème. Mais il y a encore 3 ans, quand on arrivait avec une plainte pour cyberharcèlement, c'est « oh, ça va, il faut un peu s'endurcir ». Mais il y a une évolution, mais donc c'est à force aussi d'oser porter ces dossiers devant les tribunaux et d'oser porter plainte en disant « mais ce que je subis là, je n'ai pas à le subir ». Et ce que je subis là ne devrait pas avoir lieu dans notre société. C'est en faisant ça qu'on va avancer les mentalités. Mais donc, et encore 2 minutes, pour éviter cet écueil du délit de presse et des poursuites irrecevables, parfois je conseille d'avoir recours au civil. Donc là, il ne sera pas condamné à une peine, il n'y aura pas cet aspect symbolique, mais on peut avoir un beau jugement d'un tribunal qui dit ce que monsieur a dit est calomnieux, diffamatoire, injurieux, harcelant, il a commis une faute, et donc j'oblige à l'indemnisation du dommage. Et là, juste un mot pour rebondir sur ce qu'Élodie a dit avec l'idée de répondre à votre harceleur. Ça peut, et parfois c'est un conseil que je donne, surtout quand on est victime d'une campagne de diffamation. Il y a un truc qui est très à la mode aujourd'hui, il y a les chasseurs de frères musulmans. J'ai remarqué ça, ils voient des frères musulmans partout. Et alors ils aiment bien, tout à coup, ils prennent une cible et ils disent, et dès que ce type a croisé dans le train un type qui était le cousin du gars qui avait pris une photo à l'Assemblée Générale où il y avait un gars des frères musulmans qui avait pris... Hop, il fait un montage, il dit, c'est un frère musulman. C'est ça, c'est d'autres. C'est, ah, celui-là, il travaille pour le parti écolo. Ah, celui-là, il est communiste. C'est cette espèce d'anathème qui, en tant que journaliste, peuvent évidemment porter atteinte à votre réputation. Dans ces cas-là, parce que si on se retrouve dans une procédure au civil, on va parfois avoir l'autre qui va dire « Ah, mais il n'a jamais démenti, j'étais pas au courant. Franchement, je n'ai fait que relayer une information que j'avais lue sur le site de unecouille.82 ou superinformateur.12. Et donc, je suis désolée, je suis dans mon droit, je ne lui voulais pas de mal. » Mais si publiquement vous dites, et parfois je dis vous en prenez un qui vous attaque, qui ont souvent des pseudos, Shoot Bruxelles, vous écrivez que je suis d'inspiration salafiste et machin, et vous répondez et vous dites c'est faux, vous parfois factuellement vous démontez un truc, mais après, Shoot Bruxelles, il ne pourra plus dire « Ah, j'étais pas au courant ». Donc, et là, ça dépend, et c'est personnalisé en fonction de l'attaque dont le client qui vient me voir est victime, en fonction de sa capacité aussi à soutenir éventuellement une attaque. On va réfléchir ensemble, mais je vais parfois donner ce conseil. Ne laissez pas indéfiniment, et je comprends l'idée de ne pas nourrir le troll, mais ne laissez pas... pourrir et naître une idée et un arbre qui va prendre de la place parce que Shoot Bruxelles va écrire ça, ça va être repris par un autre qui lui-même va rajouter un truc et on se retrouve avec un arbre où je n'arrive plus à trouver la racine. Or, j'aime bien, moi, en tant qu'avocat, quand je peux voir la racine et attaquer directement à la racine, je trouve ça plus pratique et je trouve ça plus pratique pour vous. Je crois avoir fait le cadre juridique et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, pardon. Bah, très bien, merci beaucoup, Virginie. Peut-être qu'on va prendre... Tu veux rajouter quelque chose, Martine ? Peut-être qu'on peut prendre les questions. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Bonjour. Moi, je voulais revenir justement sur ce que vous disiez par rapport à cet article 150. Qu'est-ce qui explique la décision de la Cour de cassation ? Est-ce qu'il y a eu des débats ? Et j'ai une autre question. Est-ce que les pouvoirs politiques s'emparent du problème ? Et est-ce que la modification de l'article 150, on sait que modifier la Constitution, c'est pas simple en Belgique. Est-ce qu'on peut vraiment l'espérer pour 2024 et les prochaines élections ou pas du tout ? Alors, c'est 2 questions. Pourquoi la Cour de cassation fait comme ça ? Je ne suis pas dans leur tête. On dit souvent que c'est vrai que vous allez voir une audience de la Cour de cassation, ce sont des personnes plus expérimentées, plus âgées, souvent des hommes. Alors, je n'oserais pas dire, il y a des hypothèses qui circulent, soit qu'ils n'ont pas conscience de la gravité du problème et qui sont encore dans l'idée que c'est quand même pas bien grave, on va quand même pas monopoliser la chaîne pénale pour ça, soit parce qu'en réalité, il y a un autre débat, c'est qu'il y a un débat par rapport à la suppression pure et simple de la cour d'assises. Il y a, vous savez, un mouvement de plusieurs personnalités politiques qui estiment qu'il faudrait supprimer purement et simplement la cour d'assises et que les meurtres soient jugés en correctionnel. Et donc, certains de supputaient que la Cour de cassation ne voudrait plus de la cour d'assises et se servirait de ce délit de
presse, puisque c'est le même article. L'article 150, c'est celui qui crée la cour d'assises et qui dit ce qui ressort de la compétence de la cour d'assises, dont le délit de presse. Et donc, certains de se dire que la Cour de cassation voudrait la suppression pure et simple de la Cour d'assises, et donc en utilisant le délit de presse pour qu'on supprime purement et simplement, entre guillemets, l'article 150. Mais franchement, je n'en sais rien. Peut-être aussi qu'ils sont purement légalistes et qu'ils considèrent que ça doit être protégé comme ça et que c'est le constituant qui doit, modifier la Constitution. Alors, sur la deuxième question, donc, est-ce qu'on peut espérer une modification? Alors, ça, c'est l'Arlésienne. Je pense que Martine ne me contredira pas. Ça fait des années qu'on en parle. Les politiques aussi, on parle des journalistes, mais les politiques et les femmes politiques sont très, très victimes de ce type de fait. Hein. C'est assez... Il y a d'ailleurs plusieurs femmes politiques qui disent « j'arrête la politique à cause de ça ». Donc ils en sont conscients, mais ils n'arrivent pas à réunir, vous l'avez deviné, il y a une majorité particulière, c'est les 2/3 pour modifier la Constitution. Le paysage belge n'est pas marqué par une très grande unité, donc c'est très compliqué d'avoir 2/3. On a énormément de partis, tout le monde veut tirer son petit truc, c'est toujours l'objet de négociations. Et non, je ne suis pas sûre qu'on va y arriver avant 2024 parce qu'ils ont d'autres priorités. Ils ont déjà essayé et ils n'arrivent pas à tomber sur un accord global. Alors pour moi, la solution n'est pas très compliquée, mais c'est souvent l'objet de tractation. Je te donne cette révision de l'article 150, mais toi tu me donnes ça sur le budget, puis tu me donnes ça sur Zaventem, et tu donnes à lui ceci. Donc voilà. Mais peut-être que Martine a plus d'informations que moi sur cette question. Et donc c'est notamment quand je parlais du RAID numérique, parce qu'à un moment on disait oui, on va voter une loi sur le RAID numérique. J'étais là, ben, c'est bien joli, mais ça va nous servir à rien, parce qu'on va quand même être bloqué par le délit de presse. Donc pour moi le début c'est commencer par l'article 150. Bonjour, je suis assez contente parce qu'hier on parlait justement de harcèlement lors d'une conférence et je demandais, ben voilà, je trouve que la femme, quand elle est dans ce genre de situation, elle est toujours perdante. Peu importe en fait comment ça va se passer, soit elle subit, soit elle arrête et donc elle quitte son job, ou alors elle se plaint mais elle se confronte aux critiques, au jugement, au fait qu'on va peut-être pas la croire. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne de sortie un peu positive pour elle. C'est toujours difficile à endurer. Et donc je trouve qu'aussi ce qui est compliqué c'est de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça devient grave, parce que dans les mentalités, même encore aujourd'hui, souvent c'est oui mais c'était juste un commentaire, oui mais c'était juste ça, et aussi est-ce que c'est proposé, imposé parfois, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à la fin, même au sein de l'entreprise, parce que hier on me disait, donc soit je demandais c'était quoi les solutions, on me disait ben, c'est soit de l'AJP, mais la première chose qu'on me dit c'est il faut en parler à la rédaction. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une solution un peu, je ne vais pas dire ridicule, mais dans tous les témoignages que j'ai déjà eu ou quoi, c'est souvent les femmes préfèrent quitter parce qu'en fait, il n'y a rien qui est fait. Et donc, est-ce qu'il y aurait des thérapies systémiques ou vraiment un système où on s'intéresse pas seulement, parce que là, vous disiez, la RTBF propose une aide psychologique, mais je trouve que proposer une aide psychologique seulement à la personne qui a vécu le traumatisme, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment traiter les gens autour, les gens qui ont été témoins, ou peut-être ces personnes qui vont pas comprendre en fait que c'est grave, parce que sinon la femme, je pense qu'elle peut pas continuer à évoluer dans son job et dans le milieu dans lequel elle est, parce qu'en fait, elle va se sentir jugée et parce qu'en plus, ça dépend aussi de comment l'autre est puni. Si ça se trouve, elle va rester là, peut-être il va être viré si c'est vraiment très grave, mais sinon on va juste lui remonter les bretelles et dire c'est pas bien. Et donc, est-ce qu'il y a des choses aussi qui sont mises en place pour traiter tout le monde et pas seulement la femme victime, entre guillemets. Désolée, c'était très long. Sur la première partie, je pense que quand on se sent harcelé, c'est qu'on est harcelé. Parce qu'on dit souvent où est-ce qu'on met le curseur. Je crois que le curseur, c'est le curseur de la personne. Après, c'est bien de confronter ce ressenti et d'en parler avec des personnes qui sont proches et qui sont à l'écoute. Parfois, on peut se sentir harcelé en raison d'autres événements dans sa vie qui sont plus difficiles à ce moment-là. Et objectivement, ce qu'on a reçu, ce n'est pas du harcèlement. Mais c'est important d'en parler toujours. Et pour nous, l'a priori, c'est si vous vous sentez harcelé, c'est que vous êtes harcelé. Bon, après, je ne sais pas, tu diras peut-être autre chose, on pourra peut-être compléter. Pardon. Le conseil d'en parler autour de soi, et notamment à ses collègues, on continue à le donner, c'est important, parce que moi, ce que je vois, donc, je vous ai parlé de l'étude 2018 puis 2021,
Je pense qu'en 2022, les choses ont encore changé. Donc je vois qu'il y a une autre appréhension de cette question de cyberharcèlement pour les journalistes. Et j'ai l'impression que là maintenant, il n'y a plus une direction qui oserait ne rien faire. Je vous donne un autre exemple. C'est aussi un dossier qu'on a confié à Benjamin. Et là, ce n'est pas du cyberharcèlement, mais ce sont des menaces de mort qu'une journaliste reçoit par écrit, en courrier, donc l'ancienne méthode, si vous voulez, celle d'avant les réseaux sociaux. Et c'est des vraies menaces de mort où le type lui dit on sait où vous habitez, on vous connaît, on sait que vous avez des chats. Et alors sur cette lettre, il y a des photos de chats écorchés. Enfin, c'est assez horrible. Elle reçoit ça chez elle. Elle va à la police. En plus, c'est une journaliste qui couvre habituellement des questions judiciaires, donc elle connaît aussi pas mal de monde dans la police, dans la justice, etc. Elle dépose plainte. La plainte n'est pas vraiment prise au sérieux, ou elle doit déposer plainte en ligne, je ne sais pas très bien. Bon, enfin bref, il ne se passe rien dans ce dossier. Mais elle décide quand même d'en parler à sa direction. Et sa direction ne lui dit pas on va tout de suite faire quelque chose, mais sa direction lui dit appelle la JP. Je trouvais ça assez mignon. Et donc, qu'est-ce que nous on fait derrière? On lui a donné un avocat, une avocate, en l'occurrence Benjamin, qui elle s'est occupée de voir s'il y avait un suivi à cette plainte. Mais donc, c'est important, même si vous avez une direction qui n'est pas super réactive, en tout cas parlez-en à vos collègues, parlez-en autour de vous. Je dirais aussi parce qu'on sait qu'il y a des menaces en ligne qui peuvent avoir des conséquences dans la vraie vie, être suivies. Je veux dire, si pas pire, heureusement on n'a pas de cas en Belgique, mais oui, moi je continue à donner ce conseil. Mais les choses changent positivement, je trouve. Et donc aussi par rapport, je disais, au fait de traiter, on va dire, toute l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des cas où ça existe? Alors, une entreprise, la RTBF, bien évidemment, on ne va pas traiter toute la RTBF, mais bon, il y a des bureaux avec moins de personnes et tout. Et est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça qui sont mises en place Une éducation au harcèlement encore. Mais non, parce que je parle pas en amont. Je pense que ça c'est hyper important, mais je parle plutôt après les faits de débriefer ce qui s'est passé. De débriefer avec tout le monde. Oui, c'est ça, de vraiment se dire que il faut pas traiter, que c'est l'idée du système, et de traiter pas seulement dans une famille une personne, mais toute la famille ensemble pour réussir que ça fonctionne, parce qu'il y a enfin bref. Et donc c'est l'idée vraiment de se dire, si on s'inquiète juste de la santé mentale de l'individu, de la personne, ça va pas aider les choses à s'améliorer, parce que il y a les personnes autour qui vont pas comprendre la situation, ou qui vont juger, et donc elle saura pas vraiment avancer par rapport à ça. Alors, je pense que ce que vous dites, c'est un peu l'objet des protocoles dont on préconise l'existence. Aujourd'hui, il y a un travail au niveau des standards internationaux, IPI, que Martine mentionnait. Il y a des protocoles qui existent, qui peuvent être mis en place au sein des rédactions. Quand les rédactions nous disent on ne peut rien faire, si. Et parmi ces protocoles, il y a effectivement la mise en place de soutien psychologique. Alors attention, une fois qu'on fait les protocoles, il faut aussi s'assurer de les faire connaître, parce qu'on voit aussi des rédactions qui parfois dans la foulée de MeToo ont mis en place des choses, et puis ensuite finalement on est au courant de rien, puis on va pas chercher trop à faire connaître le truc parce qu'on est passé à autre chose, etc. Donc peut-être qu'il faut aussi rappeler ces protocoles, régulièrement faire des réévaluations. Ce qu'on préconise à PEN America, on fait aussi beaucoup avec des organisations aux États-Unis, des formations, ce qu'on appelle les alliés, faire en sorte que effectivement les proches, chacune puissent devenir des soutiens dans des situations comme ça, parce que quand la personne elle est harcelée, cyberharcelée, elle va être dans une situation d'isolement. C'est d'ailleurs l'objectif du harceleur, du cyberharceleur, et donc notre objectif à nous en tant que soutien de journalistes, d'organisation de soutien de journalistes, c'est justement de réintégrer aussi la journaliste dans un réseau de pairs qui va permettre de soutenir cette personne. Donc oui, je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on met l'accent sur parfois l'individu. Bon, là je pense qu'on a bien expliqué qu'il y avait une responsabilité, qu'il y avait des poursuites judiciaires possibles, qu'il y avait une responsabilité des rédactions, et je pense aussi qu'il y a une responsabilité des personnes autour qui peuvent aussi aider cette personne.
Tu voulais dire un truc? Oui, mais non, mais ce qui est difficile avec tout ça, c'est aussi que ça demande beaucoup de courage, à la fois à la personne qui est victime de harcèlement d'oser le dire, parce qu'on sait très bien quand on dit « Ah, je me sens harcelée », souvent c'est « Ah, chochotte, mais enfin moi à ta place quand même, j'aurais le cuir plus épais, nanana ». Donc ça demande déjà du courage. Et alors ça demande aussi beaucoup de courage aux témoins. Quand, notamment, et j'y pense souvent, je vous dis, je suis conseillère et pas payeur, moi j'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de compte, j'ai rien, je suis invisible, donc je ne fais rien. Mais c'est vrai que quand je vois dans certains dossiers qu'une jeune femme fait l'objet, ou parfois qu'un homme, hein, mais là je pense à une jeune femme en particulier, qu'elle fait l'objet d'une campagne épouvantable, et il y a des gens qui voient ça et qui n'osent pas appuyer, qui n'osent pas dire je peux pas accepter ces propos, parce qu'ils ont peur, et je peux les comprendre, de prendre, eux, le retour de bâton. Parce que c'est ça aussi la force de ces trolls incroyables. C'est que, hop, vous arrivez pour dire, vous pouvez pas faire ça, boum, on se dirige sur vous. Et personne n'a envie de subir ça. Et donc, c'est un peu ça, et ça demande du courage. Et je pense justement que c'est le premier qui appuiera sur le bouton pour dire, je n'aime pas ce propos, je ne le cautionne pas, qui va peut-être donner envie à un deuxième d'oser le faire, et un troisième. Et donc, on a tous une responsabilité, entre guillemets, dans ces cas-là. Mais il ne faut pas se mentir, ça demande du courage, que je n'ai pas parce que je n'ai pas de compte social. Voilà. Oui, on peut aussi aider, ce que je disais, c'est vrai, sans s'exposer, parfois en aidant à documenter, en demandant à la personne comment on peut la soutenir, voilà, en lui-même donnant des ressources. Oui, vous avez une question ? Avec le micro, ouais. Non ? Allô ? Ouais. Ça marche ? Ok. Oui, ben, du coup, c'est la question de la jeune fille là-bas qui m'y a fait penser. C'est de me dire, donc effectivement, si la personne est harcelée sur des comptes privés, des choses comme ça, enfin, je sais pas, par exemple, des MP, des choses comme ça, ou des mails, là, pour le coup, c'est un peu... Comment dire, c'est un côté privé, mais si par exemple, voilà, moi je suis journaliste, je poste, moi ou ma rédaction fait un post, ma rédaction fait un post Facebook pour parler de mon article, et là j'ai un flot d'insultes par exemple. Mais je me dis, pour le coup, c'est pas moi en privé, c'est moi qui me fais insulter, mais je veux dire, c'est mon article, c'est moi, mais c'est via la rédaction. Et là où je voulais en venir, c'est qu'à Mediapart, par exemple, en France, je sais qu'il y a des modérateurs de contenu, comme on peut voir, on sait que, par exemple... je fais une digression, mais par exemple, ça n'a rien à voir, mais il y a des trucs comme Netflix, ils ont des modérateurs de contenu, et en fait, ça a été adapté aussi pour des community managers, mais spécifiques aux trolls, aux messages de haine et tout. Et je sais qu'à Mediapart, je donne un exemple parce que j'en connais pas 50, mais je sais que voilà, ils ont un pôle en fait spécifique à la rédaction, après ils en ont les moyens, mais qui s'occupe de ça. Et par exemple, moi, si je travaille chez eux et que je publie un article et que je me prends un flot d'insultes, en fait, tout simplement, les messages vont être supprimés, quoi. Ils vont être modérés. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas que les gens puissent s'exprimer ou quoi, on s'entend. Mais si c'est clairement simplement de la haine, voilà, il y a de la modération. Alors évidemment, pas tout régler comme ça. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt rassurant de me dire que si je travaille pour un média et qu'il publie mes articles, alors peut-être qu'après on va me chercher moi, mais si déjà, on va dire le premier, on va dire l'élan est brisé, je pense que ça peut aider. Et comme vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus, c'était une de vous trois qui disait ce qui compte, c'est un peu les premiers commentaires aussi, que si on arrive à contrebalancer, voilà. Et donc je me disais tout simplement, est-ce que vous avez déjà pensé, ou est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies dans les rédactions, à pas attendre que la personne, ça lui soit arrivé et qu'elle vienne se plaindre, mais qu'il y a quelqu'un dont ce soit le boulot, ou une partie de son boulot, qui n'attend pas de savoir quelqu'un qui vient toquer à sa porte, mais qui d'elle-même voit le problème et le règle. Limite, j'ai posté l'article, je suis allée faire ma journée, je sais pas que j'ai été harcelée, et ben le soir c'est réglé parce que... Oui. Vous voyez ce que je veux Alors, dire ? il y a effectivement des modérateurs de réseaux sociaux dans les rédactions.
qui sont assez débordés. Et il y a d'ailleurs plusieurs politiques de modération des contenus dans les rédactions. Nous, dans nos protocoles pour les rédactions à PEN America, on encourage les rédactions à réfléchir à la question de la modération des contenus aussi de ce point de vue-là. On a vu des rédactions qui ont carrément fermé les commentaires, parce que parfois on se dit, mais en fait... je me souviens, moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, il y a une quinzaine d'années, en France, il y avait rue 89, l'info à 3 voix, on va co-construire avec le lecteur, tadada. Bon, c'était super. Aujourd'hui, quand on voit les commentaires, parfois, on se dit, franchement, autant les fermer. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de plus-value éditoriale, on peut aussi se dire, on les ferme. Après... il y a une question beaucoup plus délicate que je pense qu'il faut que les rédactions aient le courage éditorial d'aborder. Le cyberharcèlement, comme sur les plateformes, pourquoi ça perdure? C'est au cœur même du business. Je veux dire, ça fait du clic, ça fait de l'argent. Quand vous interviewez... Moi, là, c'est vraiment quelque chose un peu balbutiant, mais par exemple, j'ai vu des femmes voilà, féministes interviewées qui ensuite disent, mais moi je suis lynchée sur les réseaux sociaux et les gens qui m'interviewent, ils s'en foutent quoi. Ils me font dire des choses, ils vont prendre une petite phrase, ils vont la mettre en avant et résultat moi je me fais lyncher et sous couvert de finalement mettre en avant la voix des féministes, finalement ça aboutit à leur lynchage sur les réseaux sociaux quoi. Donc c'est assez délicat d'aborder cette question-là, mais quand on pense politique éditoriale de la rédaction, politique des titres aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse des titres qui incitent au clic, etc. Je pense qu'à un moment donné, il est important, en tout cas, de considérer cette question voilà, en quoi est-ce que ça va potentiellement contribuer à amplifier le cyberharcèlement. Évidemment, les rédactions doivent rester libres, mais elles ont des politiques de modération des contenus, elles ont des politiques de titrail, elles ont des politiques éditoriales, et aujourd'hui, on ne peut plus considérer tout ça sans se dire, à un moment donné, il va peut-être y avoir du cyberharcèlement. Alors évidemment, il ne faut pas du tout que ça aboutisse au fait de ne pas couvrir certains sujets, mais on ne peut pas continuer de couvrir certains sujets si on ne met pas en place les remparts et les garanties pour sécuriser la couverture de ces sujets, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si... Oui, quelques mots sur la modération. D'abord, c'est une obligation déontologique. Donc, dans le code de déontologie et dans les directives qui y sont associées, c'est en Belgique, les médias ont l'obligation déontologique de modérer leur page de commentaires. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant, ils ouvraient des commentaires en dessous de tous les papiers. Maintenant, il y a toute une série de thèmes sur lesquels les commentaires ne sont plus ouverts. D'abord parce qu'ils ne sont pas très intéressants et ensuite, ils sont tout de suite haineux. Donc, ils n'ont pas beaucoup de... Et la difficulté aussi parfois des médias, en raison du nombre de commentaires, c'est que très souvent, ils ont sous-traité, et souvent à l'étranger, la modération des sites et des commentaires, et que donc il n'y a pas toujours la même perception de ce qui est haineux, de ce qui est harcelant, de ce qui est... Enfin voilà. Donc très souvent ils l'ont sous-traité, mais ils peuvent à tout moment en reprendre le contrôle et remodérer eux-mêmes, ou demander une modération plus importante, ou fermer complètement cette partie-là de commentaires. Alors attention, quand on efface, il faut d'abord regarder les preuves. Non, mais je dis ça, maintenant on le sait, mais dans un autre dossier, je sais qu'une entreprise de médias voulait déposer plainte et puis elle a voulu récupérer tous ces commentaires haineux, et c'était des racistes en l'occurrence, sauf qu'on avait tout effacé. Ils avaient tout effacé eux-mêmes. Bon, voilà, c'est arrivé une fois, maintenant ils savent comment ils doivent s'y prendre, etc. Mais peut-être que dans les plus petites rédactions, on va effacer et on n'a pas de sauvegarde derrière pour les récupérer. Voilà, c'était tout. C'est sur l'obligation de... C'est tout à fait judicieux et en effet, ils y ont déjà pensé. Mais après, il y a tous les autres problèmes, c'est les journalistes indépendants. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont étudiants en journalisme, mais tout le monde ne va pas travailler pour la RTBF ou pour un grand média, et vous allez peut-être être freelance, et là, vous aurez zéro. Alors, sauf si la rédaction qui a publié un de vos articles
peut faire quelque chose. Et puis alors, il y a une deuxième chose aussi, c'est que parfois, le troll est un être quand même doué d'intelligence, et donc il va aussi essayer de trouver votre profil perso. Pas tout, non, mais ils sont capables d'une certaine intelligence sur certains points. Mais on a plein de trolls différents. Hein. On a des abrutis finis, où bon, ceux-là ne penseront pas, mais on en a quand même qui ont un esprit tordu, et donc ils vont souvent essayer de se détourner, d'aller directement vers vous, vers vos profils. Et donc, c'est un pas, et ça c'est évident qu'il faut que ce soit fait, mais on ne peut pas espérer qu'on va mettre fin au problème rien qu'avec ça. Ça, je ne pense pas. Oui, d'autres questions? Je profite d'avoir le micro tout près. Moi, ma question, elle s'adresse plus à vous, Madame Simonis. Vous parliez tout à l'heure que l'AJP peut se saisir d'un cas de harcèlement même avant que le journaliste vienne vous trouver. Est-ce que vous faites la même chose pour des cas, je prends l'exemple le plus connu comme la Ligue du LOL, où c'est invisible, c'est interne à la rédaction, et quand la victime le découvre, c'est déjà allé très loin, quoi. Est-ce que vous intervenez là-dessus aussi ? On ne se saisit pas des cas avant que le journaliste ne nous en parle. Ce que je veux dire, c'est que si le journaliste ou la journaliste qui a été la cible de haine ou de violence, quelle qu'elle soit, ne nous contacte pas, nous, on fait la démarche de le ou la contacter pour lui dire: est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Est-ce que vous allez bien? Parce que ça, c'est toujours la première question que je pose. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que vous souhaitez du soutien? Voilà, on n'a pas encore mis en place, et ça on nous l'a déjà demandé, une possibilité de soutien psychologique qui passerait par nous, mais nous on n'est pas des psychologues, donc il faudrait qu'on l'organise derrière, ça on n'a pas encore. Donc nous on assure essentiellement le soutien juridique, mais donc on ne va pas réagir sans avoir contacté la personne, jamais, hein, donc ça on va toujours faire. Et alors, des cas similaires à la Ligue du LOL, donc ça, on n'a pas eu, mais on a eu le dossier Viva Street, qui n'est pas triste non plus, qui est un peu différent. Mais tu en as parlé, Benjamin? Je ne sais plus, tu veux en parler? Viva Street, pour faire court, c'est un monsieur qui s'est amusé à siphonner la base de l'annuaire des journalistes indépendantes qui était publié sur Internet. Et alors, il a utilisé les adresses des journalistes pour s'inscrire sur un site porno en se faisant passer pour elle. Et donc, il y a des journalistes qui recevaient un SMS « Salut Chaudas, je te retrouve au Bois de la Cambre à 14h15 comme convenu. » Pardon. Et en fait, le type avait utilisé son numéro de téléphone et son mail pour... voilà, donc c'est pas exactement la même chose. Mais encore faut-il, la Ligue du LOL, pour intervenir, il faut être au courant. Et donc, c'est toujours le problème pour la JP, c'est que parfois, la JP est super puissante, mais elle n'a pas encore des yeux partout, je pense. Alors, peut-être qu'on peut prendre, parce que je vois Eric, et puis il y a quelqu'un qui a le micro, et puis après, on peut te donner le micro. Moi, c'est une question assez simple et rapide. On est dans une école de journalisme, et cette conférence, moi personnellement, je suis en Master 2 et c'est la première fois qu'on a une conférence sur le cyberharcèlement, et c'est même pas dans le cadre de notre cursus. Vous avez parlé de la responsabilité des journalistes, vous avez parlé de la responsabilité des rédactions. Au-delà d'aide aux victimes de cyberharcèlement, est-ce que mettre en place ce genre de conférence de façon obligatoire dans le cursus pourrait aider justement à... Enfin, je pars du principe que oui, mais au-delà d'aider les victimes et de les prévenir, de limiter, par exemple, les journalistes qui cyberharcèlent et d'avoir cette notion de c'est pas grave, quoi. C'est important et, enfin bref, pour le futur de la protection. Non, mais par rapport au fait qu'on partait du principe avant que le cyberharcèlement c'était pas quelque chose de grave, quoi. Si les journalistes sont sensibilisés à ça. Oui, c'est illégal, je sais. Oui, évidemment. Je pense que peut-être que vous pouvez redescendre le micro. Peut-être qu'Éric, tu voudras peut-être te présenter et réagir à cette question-là. Et puis également, peut-être. Oui, non. Ah non, mais nous, oui, c'est vrai que c'est nous qui sommes là sur scène. Donc, oui, évidemment, c'est plus que recommandé. Nous aujourd'hui, enfin, je sais pas, voilà, la JP
PEN America, les organisations de défense des journalistes, ces questions, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas conceptualisées comme telles il y a encore 5 ans. Ce qu'on veut aujourd'hui, bien sûr, c'est que ça rentre dans les curriculums, dans les... je sais qu'aux États-Unis, on fournit des curriculums aux écoles pour qu'elles intègrent ces questions-là. On met en place des ateliers. Je pense qu'il y a aussi une réalité qui est que les journalistes dans les médias, ils vont penser, déjà, ils veulent apprendre à produire des contenus, ensuite, comment vendre mes piges. Et malheureusement, tout comme on l'observe dans les rédactions, la question de la sécurité est toujours considérée comme optionnelle ou bien on s'y intéresse le jour où on a un problème. Le souci, c'est que le jour où on a un problème, voilà, quand ça sent le sapin, c'est déjà mort, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais quand on a besoin de l'avocate, vous êtes mal barré, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être mises en place dès les écoles. Je pense qu'on a un gros travail aussi avec les organisations de vraiment, Martine Simonis l'a dit, de sensibilisation du management et de vraiment de leur dire qu'aujourd'hui c'est leur responsabilité aussi. Il y a un risque réputationnel, mais c'est leur responsabilité et leur obligation légale de mettre en place des choses. Voilà. Alors pour les écoles de journalisme. Bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éric Naon, je suis directeur adjoint de l'IPJ Dauphine et président de l'EJTA, l'Association européenne des écoles de journalisme. Pas vraiment une question, et en général je déteste les gens dans les panels qui disent pas vraiment une question mais une observation, mais voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Ce problème majeur aujourd'hui, du point de vue des écoles, c'était d'abord un problème de journalistes, c'est-à-dire qu'on a d'abord été confronté au problème de nos anciennes, de nos anciens, enfin surtout nos anciennes, par le biais, par exemple, un duplex sur une chaîne d'information en continu et tout de suite 14 invitations Facebook en mode « vous êtes jolie mademoiselle ». Et petit à petit, la problématique a pris de l'ampleur, etc. Donc on a commencé à s'en saisir par le biais de conférences, de manière un petit peu maladroite, de ne pas savoir vraiment où ça se met dans des cursus qui sont déjà surchargés, confère la conférence d'hier. Et avec des réponses plus ou moins avec des choses fournies par le PEN America, Nothing to Hide, etc. Et notamment dans les cadres des cours d'éthique et déontologie dans certains établissements, dans les cadres de cours multimédia de l'autre. Et la question, c'est comment arriver à toucher l'ensemble de nos étudiantes et nos étudiants chaque année. Là-dessus, voilà, je laisserai évidemment Gaëtan répondre pour l'IEX en tant que coordinateur multimédia, mais enfin enseignant en multimédia. Mais là où je voudrais vraiment accentuer ce que tu as dit tout à l'heure, Élodie, c'est sur une prévention, alors de ne pas être entièrement absent des réseaux sociaux, mais vraiment de cesser, et ça inclut les adultes aussi bien que les étudiants, mais d'avoir un usage adolescent des réseaux sociaux. C'est plus MySpace. Depuis bien longtemps. Non, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire on sous-estime énormément l'aspect l'authentification à 2 facteurs. Oui, c'est pénible. Avoir des mots de passe différents pour chaque service et surtout Facebook, Twitter, etc. qui sont les premiers à être hackés pour éviter justement ces phénomènes de harcèlement, de trolling, d'usurpation d'identité qui sont loin d'être anecdotiques et qui sont de plus en plus faciles pour n'importe quel Pékin qui va sur un forum jeux vidéo 18-25 et il y a tous les... vraiment le manuel, on a vu le manuel du contre le cyberharcèlement, mais il y a des tonnes de manuels du cyberharceleur qui tournent partout et c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous remercie en tout cas d'avoir brillamment exposé tout ça. Oui, alors je vais me permettre de répondre en même temps à la question de notre étudiante. C'est une question qui nous anime aussi. D'ailleurs, je vois que ma collègue est en bout de fil, donc si elle veut interagir, qu'elle n'hésite pas. Mais c'est une question qui nous anime aussi. C'est un peu l'équilibre qu'il y a entre formation initiale et formation continue. Alors donc nous, cette année, pour répondre aussi à mettre le cadre sur ce domaine vraiment cyber, on a un cours d'enquête numérique en Master 2, qui est un cours optionnel, dans lequel il y a une partie cybersécurité.
qui est donné depuis maintenant 3 ans. Cette année, le volet cybersécurité a encore été amplifié par rapport aux années précédentes. D'ailleurs, avec Baptiste Robert, qui est en bout d'atelier, qui donnera la conférence cet après-midi sur vraiment le volet technique cette fois-ci. Et pour le volet qui est davantage l'accompagnement juridique, peut-être l'accompagnement mis en cadre dans les rédactions, l'option qui avait été reprise ces 2 dernières années, c'était de donner la possibilité aux étudiants de participer à des conférences et des ateliers qui étaient donnés dans le cadre de la Summer School à l'AJP. Alors, donc, c'est la possibilité qui avait été donnée aux étudiants, c'est de faire ça en parallèle. Alors, c'est toujours le même, c'est quelque chose qui nous anime aussi en continu. C'est ce qu'on rajoute dans le programme, c'est au détriment de quoi. Donc, c'est toujours un petit peu la question qui anime l'équipe pédagogique, qui est d'ailleurs pas d'accord sur certains volets. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la formation du master, qu'est-ce qu'on dédie à la formation continue et à de la formation que vous pourrez faire en autonomie par la suite ou même en dehors du cadre avec des formations qui sont déjà données dans d'autres structures qui gravitent autour du journalisme. Donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Et alors, il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est que on a déjà eu aussi des cas ces dernières années de formes de cyberharcèlement et qui nous ont beaucoup questionné sur les structures à mettre en place en interne, les cellules éventuelles représentatives qui seraient des points de chute, des points de contact pour les étudiants qui seraient éventuellement concernés par ces cas. Et on s'est vraiment aussi posé la question de l'efficacité de ces structures, c'est-à-dire que imaginons qu'on mette en place une cellule qui serait référente en la matière et tenue peut-être par des enseignants ou par d'autres corps de métier qui font partie de l'IEX. Et c'est là où ça rejoint un petit peu les observations qui ont été faites. C'est ce que tu disais là tout de suite, Martine, sur la RTBF qui renvoie directement la question à la JP d'un certain point. Nous, on s'est demandé aussi, est-ce que cette cellule serait sollicitée par des étudiants si ça concernait par exemple des cas de harcèlement peut-être de la part d'un collègue. Est-ce que les étudiants feraient confiance à une cellule composée d'enseignants pour dénoncer en tout cas d'éventuels cas qui concerneraient leurs collègues. Donc c'est là où on s'est aussi posé la question. C'est pas du tout de la lâcheté en se disant c'est pas à nous de faire ça, c'est à une autre structure de le prendre en charge, mais c'est vraiment la question de l'efficacité en fait de cette structure. Donc et là peut-être que c'est une question que je voudrais peut-être aussi poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus efficace au final? Est-ce que c'est une structure tierce qui serait un peu pas l'arbitre, mais une complètement autonome des cas de figure présentés, ou est-ce que c'est des protocoles mis en place comme à la RTBF, dans une moindre mesure chez RTL, qui sont les plus à même de réagir dans ce genre de cas? Voilà, alors, c'est un gros fourre-tout ce que je viens de répondre, mais globalement, c'est ce que j'avais à dire. Oui, puis en plus, le temps passe, donc on va aussi conclure. Tu veux dire un mot rapide là-dessus? Très rapide. Donc les étudiants de l'IEX qui sont en Master 2 en journalisme sont bientôt membres de l'AJP, mais ça passe par l'école et je sais que c'est en cours. Donc, et quand vous êtes membre de l'AJP comme étudiant, vous avez droit à un jour de formation au choix dans le catalogue, c'est gratuit. Donc vous pouvez prendre des formations en autodéfense par rapport au cyberharcèlement ou des choses comme ça. Donc, enfin, voilà. Je voulais juste vous le signaler parce que, et comme ça je donne un petit coup d'accélérateur à l'IEX pour qu'ils résolvent ce problème qui ne sont pas encore membres, mais ça, je sais que c'est dans le tube. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Alors peut-être vraiment dernière, je vois que vous avez levé la main, vous vouliez peut-être réagir, donc dernière question. Cette cellule de prise en charge, elle est active? Ah, ok, je me disais bien. J'entends qu'il y a une volonté, mais non, mais si tu veux, tout ce qui est accompagnement psychosocial, il y a déjà une cellule qui existe, c'est le conseil social. Au sein duquel il y a des psychologues, au sein duquel il y a des enseignants qui sont aussi responsables de ces thématiques. Il y a déjà, en fait, c'est ça le souci. Est-ce qu'on va créer une nouvelle structure alors que ces matières sont déjà en place? Elles sont déjà logiquement gérées par une structure qui est déjà établie. C'est un peu... Ouais. Peut-être qu'on va. Alors, on peut. Martine, on reste là toutes les deux. Non, parce que Benjamin doit y aller. Ouais. Non, mais non, mais je sais que tu dois y aller. Benjamin a une obligation professionnelle. Donc, du coup, on est ravis si vous voulez, de manière informelle, poursuivre la discussion. Voilà, on peut boire un café. Et puis, effectivement, c'est bien d'avoir des choses en après, ça devient au cas par cas, effectivement, avec les organisations pour discuter de ça. C'est bien d'avoir quand même quelque chose en interne, mais c'est bien d'avoir le sens
sentiment, effectivement, donc je ne vais pas répondre à ta question, pour les gens d'avoir un interlocuteur, un référent qui est potentiellement indépendant. C'est pour ça que c'est pas toujours le rédac-chef la meilleure personne à qui signaler les choses en interne. Merci tout le monde pour votre présence. Et merci à l'AJP pour vraiment faire beaucoup de choses sur ce sujet de manière très proactive et à Benjamin Bovy pour son soutien pour les journalistes.